I've seen things you people wouldn't believe. You've never seen a miracle. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. I'm Rachel. Decker. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Hypnotisé par ces différents tableaux aux ambiances uniques, Blade Runner offre bien plus qu'un spectacle visuel, car les nombreuses réflexions qu'il renferme laissent encore aujourd'hui une trace indélébile dans mon esprit. Et la première fois que j'ai vu le film, comme beaucoup d'autres spectateurs, une question en particulier m'obséda. Deckard est-il un répliquant ? Avec plus de 7 versions du film proposées au public depuis 1982, il faudra attendre 2007 pour que son réalisateur Ridley Scott mette un point final à son œuvre avec sa version Final Cut. Par la suite, 3 courts-métrages et un nouveau film de Denis Villeneuve boucleront la saga, apportant chacun de nouveaux éléments sur l'avenir de la Tyrell Corporation et sur les répliquants. Mais bien que cette question sur la véritable nature de Deckard ait été maintes fois débattue, j'étais loin de me douter qu'elle m'amènerait à cette découverte que je vous partage ici aujourd'hui. Une découverte changeant radicalement la lecture que je pouvais avoir du premier film et de sa suite, et qui forme pour moi probablement l'une des plus belles théories de la chaîne. Avant toute chose, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu la saga Blade Runner pour suivre cette théorie. L'histoire se déroule en 2019 dans un futur dystopique. Les répliquants, des androïdes bio-ingénieurs créés pour servir les humains dans des colonies spatiales, sont interdits sur Terre après une rébellion violente. Cependant, certains répliquants parviennent à s'infiltrer sur notre planète. Les répliquants en question sont Roy Batty, le chef du groupe, Pris, Zora et Léon. Le détective Rick Deckard, aidé par Gaff, un autre Blade Runner, est rappelé pour traquer et retirer les 4 répliquants Nexus 6. Ces répliquants fugitifs cherchent à prolonger leur durée de vie limitée de 4 ans et à échapper à leur destin programmé. Deckard commence sa mission en visitant la Tyrell Corporation. Il y rencontre le créateur des répliquants, le Dr Eldon Tyrell, ainsi que Rachel, un répliquant qui croit être humain. Par la suite, Deckard dévoile à Rachel son identité de répliquant et lui explique le procédé des souvenirs implantés. Ces souvenirs, issus de ceux d'un humain, servent à rendre les répliquants plus stables émotionnellement. Malgré cela, Deckard commence à développer des sentiments pour Rachel. Lors de son enquête, il élimine d'abord Zora après une poursuite intense. Il s'occupe ensuite de Léon après un interrogatoire qui révèle la puissance et la violence des répliquants. Deckard se dirige ensuite vers l'endroit où les derniers répliquants sont retranchés. Il tue Pris et se retrouve face à Roy Batty. Celui-ci, arrivant à la fin de sa durée de vie, montre une compassion et une empathie humaine en sauvant finalement la vie de Deckard avant de mourir. Sachant que la police veut éliminer Rachel, le dernier répliquant, Deckard décide de fuir la ville avec elle. Sur le départ, il découvre une licorne en papier sur le sol, laissant une note ambiguë quant à sa propre nature. En 2022, 3 ans après les événements, la Tyrell Corporation est accusée de manipulation génétique avec la création d'un nouveau modèle Nexus 8, capable de vivre plus longtemps, créant ainsi des manifestations violentes. Cette révolte conduit un groupe de répliquants à déclencher un blackout massif, entraînant ainsi un effondrement complet du réseau énergétique de la planète et plongeant la société dans le chaos. Il faudra attendre 2036 pour que les répliquants Nexus 9, complètement soumis à l'homme, soient introduits pour remplacer les modèles Nexus 8, la Tyrell Corporation ayant fait faillite. C'est la nouvelle entreprise appelée Wallace Corporation, dirigée par Neander Wallace, qui reprendra l'héritage du Dr Eldon Tyrell. Pourtant, en 2048, dans un Los Angeles encore plus chaotique et en proie à la tension sociale,
Les anciens réplicants Nexus 8 se cachent pour survivre. En 2049, l'officier K, un Blade Runner étant lui-même un Nexus 9, a pour mission de les éliminer. K découvre alors un coffre enterré, contenant des restes humains identifiés comme étant ceux de Rachel. L'enquête de K le mène à la découverte de l'existence d'un enfant issu de Rachel et Deckard. Ce dernier ayant disparu depuis 30 ans, K parvient à le localiser dans les ruines de Las Vegas. Après des découvertes complexes et des confrontations émotionnelles, K apprend que l'enfant recherché est une femme nommée Anna Stellin, une créatrice de souvenirs. La question de l'humain étant au centre de l'œuvre de Blade Runner, il est logique que le personnage principal représente à lui seul cette question. Deckard est-il un humain ou non ? On peut facilement voir que le film semble poser cette interrogation d'abord du point de vue moral. En effet, le Blade Runner est dépeint comme un homme au comportement brutal, manquant souvent d'empathie, I made a bad joke. You're not a replicant. Go home. allant même jusqu'à tirer dans le dos d'une femme répliquant. C'est bien ce manque d'empathie que pointe la fin du film, en révélant un être artificiel, en l'occurrence Roy, capable de plus de compassion que Deckard. En ce sens, décider que Deckard est biologiquement humain serait tout à fait pertinent et ferait sens sur la question morale. Mais on peut également approfondir l'autre possibilité, où Deckard serait en fait un répliquant, car il semble bien que Ridley Scott a voulu pousser la vision jusque-là. C'est à la toute fin du film que le doute est évidemment créé, avec la fameuse scène de la licorne. Les souvenirs étant implantés artificiellement chez les répliquants, le fait que Gaff sache que Deckard rêve de licorne confirmerait bien qu'il n'est pas humain. Mais on peut déjà remarquer ici que l'on parle bien d'un rêve et non d'un souvenir. Si un souvenir peut être implanté, en est-il de même pour les rêves ? Cela pose déjà une ambiguïté sur la nature de cette image, qui plus est d'un animal imaginaire. Et c'est en notant cette différente interaction avec d'autres animaux dans le film que je me suis aperçu que Deckard avait deux types de réactions face à eux. La première est la peur. La deuxième est de demander s'ils sont artificiels ou non. Is this a real snake? Of course it's not real. It's artificial? Of course it is. Cette manière de craindre et de questionner sans cesse la nature des animaux semble révéler un doute que le personnage porte déjà en lui à travers cette licorne qui l'obsède. Et il en va de même pour les personnes qu'il croise. Sont-ils réels ou artificiels ? Dangereux ou non dangereux ? Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. Et par extension, est-il lui-même réel, artificiel, dangereux ou non ? C'est ensuite les autres personnages autour de Deckard qui questionnent son identité à plusieurs reprises. Dans une scène, Zora, un répliquant, glisse une phrase semblant anecdotique, mais avec cette formulation à double sens en anglais. Are you for real? Oh yeah. Cette expression est généralement utilisée pour exprimer un doute ou un étonnement quant à la sincérité de quelqu'un et est couramment traduite en français par « Est-ce que vous êtes sérieux ?» Mais on peut aussi s'arrêter sur la lecture littérale de la phrase, que l'on pourrait alors traduire par « Êtes-vous réel ?» Mais la scène qui souligne ce point de la manière la plus pertinente est la première rencontre entre Rachel et le Blade Runner. Do you like our owl? Have you ever retired a human by mistake? Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Je me suis toujours demandé à qui s'adressait Tyrell à ce moment. On pourrait penser qu'il parle à Deckard, puisqu'il vient au départ pour faire passer le test à Rachel, et ainsi déterminer si elle est humaine ou non. Mais dès le premier échange, on constate que c'est en fait Rachel qui, sans prévenir, fait passer le test d'abord à Deckard, et ce, sans matériel. En effet, le test comporte toujours une question animalière. Une tortue pour Léon. You look down and you see a tortoise, Leon. It's crawling towards you. Des papillons, une guêpe et un chien pour Rachel. He shows you his butterfly collection, plus the killing jar. Suddenly you realize there's a wasp crawling on your arm. I'd kill it. It consists of boiled dog. Ici, Rachel pose d'entrée de jeu une question sur le hibou. Do you like our owl? Le test comporte également toujours des questions d'ordre moral, où l'empathie est mise à l'épreuve. The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. It's your birthday. Someone gives you a calfskin wallet. I wouldn't accept it. Et c'est bien à ce même dilemme que Rachel soumet Deckard. Have you ever retired a human by mistake? Le Blade Runner est d'ailleurs gêné à ce moment.
Cet interrogatoire si direct et impromptu semble montrer que Rachel connaît déjà la nature artificielle de Deckard. Elle appuiera sur ce point de manière encore plus directe plus loin dans le film. You know that Voight-Kampff test of yours? Did you ever take that test yourself? Lorsque dans la dernière scène du film, Deckard découvre l'origami de la licorne, notez ce plan de réaction très rapide de Rachel. Après avoir tenté de mettre le Blade Runner sur la piste, c'est à cet instant qu'elle comprend que celui-ci découvre sa vraie nature. Il ne serait d'ailleurs pas idiot de penser que les autres personnages dans l'entourage de Deckard connaissent aussi son identité. Tyrell, Bryant et bien sûr Gaff. Un autre élément appuie encore l'aspect artificiel de Deckard. On sait que les yeux des réplicants prennent une apparence très particulière lorsqu'ils sont troublés émotionnellement. Eh bien, on peut deviner cette lueur, même si c'est très subtil, à ce moment précis dans le film en faisant image par image. Mais si Deckard est vraiment un réplicant, on peut également noter que certains éléments l'en différencient, comme sa force ou sa longévité. Ce qui nous amène à ces nouvelles questions. À quel modèle appartient-il et dans quel véritable but a-t-il été créé ? Avant les Nexus, il y avait les androïdes, automates humanoïdes que nous pouvons d'ailleurs voir dans l'appartement de J.F. Sébastien. Les premiers modèles étaient utilisés pour divertir, tenir compagnie ou encore accomplir certaines tâches déplaisantes pour les humains. Ce n'est que plus tard qu'arriveront les réplicants, les fameux Nexus. Dans le premier film, nous comprenons qu'Eldon Tyrell et son entreprise ont créé et commercialisé les Nexus 1 à 6. Dans le second film, nous savons que la mort d'Eldon Tyrell a provoqué la commercialisation précipitée de la série Nexus 8. Puis l'entreprise Tyrell est rachetée par Neander Wallace et sa compagnie, pour donner naissance au dernier modèle, le Nexus 9. La première chose qui saute aux yeux est l'absence du Nexus 7, un modèle gardé bien secret par Tyrell et qui serait l'aboutissement ultime de tout son travail. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Rachel is an experiment, nothing more. Et sa création diffère en tout point avec les précédents et futurs modèles. En effet, les Nexus 6, 8 et 9 ont une force surdéveloppée, ce qui fait de non pas des humains, mais des surhumains. Leur durée de vie est limitée ou fixée par un client et ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Tous ont conscience de leur nature de réplicants et tous sont identifiables. Le Nexus 6 par le fameux test Voight-Kampff et le Nexus 8 et 9 par un implant oculaire. Une chose est sûre, c'est que ces caractéristiques ne s'appliquent ni pour Deckard ni pour Rachel. On ne peut pas dire qu'ils aient une grande force. Leur durée de vie est naturelle et ils mettent au monde un enfant. Ni l'un ni l'autre ne savent qu'ils sont des réplicants, ils n'ont pas d'implant oculaire et même le test Voight-Kampff a du mal à les identifier. How many questions? 20, 30 cross-referenced. It took more than 100 for Rachel, didn't it? She doesn't know. Il y aurait alors deux Nexus 7 uniques, Rachel et Deckard. Contrairement aux Nexus 6, qui ont d'abord des émotions primitives qu'ils développent au contact des humains, les Nexus 7 ont beaucoup plus d'émotions, mais ils manquent d'expérience et montrent une immaturité émotionnelle, comme cette scène d'amour entre Deckard et Rachel, où ils apprennent à réagir à une envie. On peut rajouter qu'il est difficile au début pour Rick Deckard d'exprimer si quelqu'un ou quelque chose lui plaît, ne s'intéressant qu'à l'aspect pragmatique. Do you like our owl? It's artificial? Ce qui confirmerait qu'il est bien en train d'apprendre, tout comme Rachel, ce que c'est que d'apprécier ou non ce qu'il voit. Avec tous ces éléments, on peut facilement déduire dans quel but ces deux Nexus ont été créés. Car si on peut penser que la première mission de Deckard est de tuer ses semblables, les réplicants, tout comme le Blade Runner du deuxième opus, c'est Wallace qui va suggérer à Deckard sa véritable prédestination. Did it never occur to you that's why you were summoned in the first place? Designed to do nothing short of fall for her right then and there. On peut d'ailleurs noter que dans cette même scène, Wallace fait écouter à Deckard l'enregistrement de sa première rencontre avec Rachel. Do you like our owl? It's artificial? Of course it is. Si Tyrell a enregistré ce moment, cela montre donc bien que l'ensemble de l'entretien, en plus du test, était important pour lui, et qu'il savait très bien où cet échange devait mener. Concevoir un homme et une femme capables de s'aimer et d'engendrer un enfant. Voilà le fantasme que Tyrell et Wallace partagent, celui d'être le créateur ultime de la vie et de l'humain.
Mais contrairement à Wallace, Tyrell, lui, a réussi. Pour arriver à ses fins, Wallace concentre toute son attention sur la mère et l'enfant. Rachel étant morte à l'accouchement, localiser l'enfant est pour lui la priorité pour avoir la dernière pièce du puzzle. Et c'est en questionnant Descartes qu'il veut y parvenir. Mais je pense que Wallace fait ici une grave erreur, car il n'envisage pas la possibilité que sa pièce manquante soit sous son nez, et que Descartes est aussi la clé qu'il faut étudier, que peut-être lui seul, le deuxième Nexus 7, avait la capacité de rendre Rachel enceinte. Mais le second film révèle également un indice très intéressant apportant des précisions sur la nature de Rachel. Dans cette scène, la police analyse les restes de celle-ci et y découvre un numéro de série inscrit dans un os commençant par N7. Ici, N7 confirme bien le modèle Nexus 7 de Rachel. Mais il faut également analyser le reste du numéro, et c'est le premier film qui peut nous y aider. En regardant les fiches et numéros des 4 Nexus 6, voilà ce qu'on en déduit. Le N désigne bien le modèle du répliquant, la deuxième lettre M ou F désigne le genre, la troisième et quatrième lettre désignent les niveaux physiques et intellectuels, le A représentant le niveau le plus élevé, le B équivalent à un niveau comparable à la moyenne humaine, et C en dessous de la moyenne. Les autres chiffres indiquent la date de conception du répliquant. Par exemple, Roy est immatriculé sous le numéro N6MAA10816. Il est donc de modèle 6, de genre masculin, de niveau physique élevé, le A, de même pour son niveau intellectuel, et est né le 8 janvier 2016. Si je reviens sur le numéro de Rachel dans le second film, on peut donc en déduire qu'elle est née le 23 mai 2018. Mais ce n'est pas sa date de naissance qui m'a intrigué, mais plutôt son niveau physique de type A, sous-entendu très élevé. Je pensais dans un premier temps que Descartes et Rachel avaient tous les deux une faible force pour les rapprocher le plus possible du niveau humain. Ça semble bien être le cas pour Descartes dans les deux films, mais le doute est permis pour Rachel. En effet, malgré son apparente fragilité, elle est capable de tuer un répliquant d'une seule et unique balle dans la tête, là où Descartes semble avoir beaucoup plus de difficultés pour viser ses cibles. Mais pourquoi Tyrell aurait créé un tel écart entre les deux protagonistes ? Eh bien, je pense que c'est justement pour s'assurer que Rachel puisse sauver Descartes dans sa mission, et qu'ainsi ce dernier lui doive la vie. Et c'est bien ce nouveau sentiment qui entraîne la scène d'amour entre les deux Nexus 7. Mais c'est maintenant un dernier élément qui m'a amené à ce qui est pour moi le plus grand secret de ces deux films sublimes. Un élément semblant anecdotique, mais renfermant une autre histoire. Une histoire forte et bien cachée. Pour que les Nexus 7 soient le plus humains possible, on sait qu'il faut leur implanter des souvenirs bien réels, forgeant ainsi leur personnalité. Si l'identité de Rachel est basée sur la nièce de Tyrell, alors qu'en est-il de Descartes ? De qui est-il le fruit ? Une chose est sûre, c'est qu'il y a très peu de traces du passé de Descartes ou de ses souvenirs. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est censé avoir déjà travaillé dans la police et qu'il a voulu arrêter. On peut voir également dans son appartement de vieilles photos qui auraient pu appartenir à sa famille s'il avait été humain. Mais les photos sont en majorité étrangement anciennes, trop anciennes même pour lui être directement liées affectivement. Le seul moment où l'on peut entrer dans sa tête est la scène de la licorne. Et cette image d'un animal fictif lui a forcément été implantée, puisque Gaff est au courant. Je me demandais tout à l'heure si un rêve pouvait être implanté, mais il est vrai que l'on peut très bien se souvenir d'un rêve, et cela devient donc bien un souvenir. Dans tous les cas, plutôt que d'imaginer que Gaff aurait eu accès aux souvenirs de Descartes par l'intermédiaire d'un dossier ou une autre source d'information, ne serait-il pas plus simple de penser que ce souvenir de licorne soit en réalité le souvenir de Gaff lui-même ? De la même façon que Rachel a en elle une partie de la nièce de Tyrell, Descartes n'aurait-il pas en lui une partie de Gaff ? Eh bien, si l'on part de cette théorie, vous allez voir que les éléments se recoupent parfaitement et qu'ils font sens dans le premier et dans le deuxième film. Qui est Gaff ? De ce que l'on sait, c'est un ancien Blade Runner qui surveille de très près Descartes. On pourrait déjà se demander pourquoi. Il ne représente pas de danger et ce n'est certainement pas pour l'aider dans son enquête, puisque l'on peut voir clairement dans cette scène que Gaff ne fait absolument rien pour épauler son homologue. Descartes est en plus reconnu comme étant le meilleur dans son travail. I need you, Dex. This is a bad one. The worst yet. I need the old Blade Runner. Eh bien, je pense que le meilleur Blade Runner, ce n'est pas Descartes, mais bien Gaff. Mais le problème est qu'il y a 4 répliquants en liberté qu'il faut éliminer, et que ces répliquants ont une force surdéveloppée. Gaff, malgré toute son expérience, est blessé et marche avec une canne.
Il ferait alors sens d'implanter les souvenirs, et en même temps l'expérience de Gaff, dans un corps plus fonctionnel, celui de Deckard, un Nexus 7. Mais on pourrait alors se demander pourquoi ne pas implanter les souvenirs de Gaff dans un Nexus 6, qui lui serait plus à même de faire face à la force physique des réplicants. Je pense que les Nexus 7 représentent une promesse pour Gaff d'une plus grande longévité, avec même la possibilité de vivre une histoire d'amour et d'avoir des enfants. It's too bad she won't live. But then again, who does? Dommage qu'elles ne vivent pas, mais au final, qui vit vraiment? Voilà comment je traduirais cette réplique, contrairement aux différentes traductions françaises. Par le biais de Deckard, Gaff peut vivre une vie par procuration. Et c'est aussi pourquoi il épargne d'abord Rachel, puis Deckard, alors qu'il est à sa merci. Il ne faut pas oublier que c'est bien tous les réplicants qui doivent être éliminés dans le premier film. Et cet origami de licorne qu'il laisse à la fin transmet plusieurs messages. Il révèle sa vraie nature de répliquant à Deckard, mais il lui dit aussi de s'enfuir avec la fille, vivre une vie que Gaff ne peut avoir lui-même. C'est en ayant cette lecture des choses que j'ai pu enfin comprendre cette scène du deuxième volet, et réaliser que Denis Villeneuve avait sûrement connaissance de la vraie identité de Deckard et de Gaff. C'est d'ailleurs la seule et unique scène où ce dernier apparaît. Écoutez bien ce qu'il dit ici. You like to work alone. So did I. So we worked together to keep it that way. Cette phrase qui semble totalement paradoxale est déjà plus compréhensible si l'on part du principe que Deckard et Gaff sont pratiquement une seule et même personne. Il est d'ailleurs intéressant de vérifier si des indices dans le comportement ou le mode de vie des deux personnages coïncident. On peut d'abord penser que Gaff aime les jeux si on prête attention au plateau situé sur sa table. Quand on retrouve le vieux Deckard plus tard dans le film, on constate qu'il s'est réfugié dans un casino, une salle de jeu. Enfin, l'élément le plus fort est sûrement leur relation aux animaux. Rappelez-vous, on a déjà vu que Deckard avait un rapport particulier avec ces derniers dans le premier film. Il en a peur, il questionne sans cesse leur réalité, et il semble avoir une obsession pour cette licorne. Et ce rapport particulier, on le retrouve bien sûr chez Gaff qui fabrique des origamis d'animaux tout le long des deux films, mais on le retrouve également encore une fois chez Deckard dans le deuxième film, puisqu'il matérialise ses animaux non pas avec des origamis, mais avec des sculptures en bois. Le film de Denis Villeneuve apporte également un autre signe d'évolution très intéressant chez Deckard. Is it real? I don't know. Ask him. La question de l'aspect artificiel ou non des êtres n'a maintenant plus d'importance pour Deckard, car il sait que c'est autre chose qui importe. Et c'est encore Gaff qui nous donne une clé. Dans cette fameuse scène, il dit quelque chose qui peut prendre un sens assez savoureux. Quand on lui demande ce qui est advenu de Deckard, il emploie ce mot bien précis. Retired. Retirer peut bien sûr être traduit par « à la retraite », se retirer. Mais on sait aussi que retirer est le terme employé par la police et les Blade Runner pour signifier éliminer, tuer un répliquant. En plus du clin d'œil confirmant la nature de répliquant de Deckard, je pense que ce que Gaff dit ici peut aussi se comprendre comme « Deckard a mis fin à la partie répliquante qui est en lui, pour devenir un être à part entière ». Notez d'ailleurs l'expression qu'utilise Gaff à la fin du premier film pour féliciter Deckard d'avoir terminé sa mission. You've done a man's job, sir. De la même façon que Deckard reconnaît l'humain en Roy, Gaff, le vrai Blade Runner, reconnaît ici l'humain en Deckard. Finalement, qu'est-ce qu'un répliquant si ce n'est qu'une réplique? On pourrait dire que Deckard est d'une certaine manière une réplique de Gaff, mais qui a suivi d'autres expériences, un autre chemin vers plus d'empathie, de compassion, mais surtout vers une rencontre. Et c'est ainsi que j'ai compris que quelles que soient les manipulations génétiques, les expériences humaines, ou quelle que soit leur durée de vie, les répliquants ne sont pas seulement des copies, des imitations d'humains, mais bien des héritiers. I know what's real.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez partager ces théories autour de vous, vous abonner ou aller faire un tour sur la page Tipeee pour faire un don en échange de contreparties ainsi que des théories interdites. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine théorie.